Je dirais tout simplement, Christian, que j'ai réalisé qu'il s'agit, un, d'un agenda caché, et je vais vous en donner la démonstration. Deux, d'une grosse affaire. Et moi, je commence à considérer cette affaire comme un complot contre l'État congolais. Mais nous, il faut que nous soyons debout pour y aller. Pourquoi je dis qu'il y a un agenda caché, Christian? Quand vous suivez le développement de l'ambassadeur du Rwanda, on peut revenir sur certains aspects. Je vais épingler deux ou trois aspects. Il dit qu'il a rencontré les évêques du Congo après qu'ils aient rencontré le Premier ministre. Et selon lui, il leur a donné le décret et l'accord. De quel accord il parle? Est-ce que c'est de l'accord contesté par les dirigeants du PCT qui ont demandé à Anatole Coliné Makosso de lui amener les vrais rapports, pas les accords bidons qu'on a remis aux évêques? C'est le premier problème, premier mensonge. Vous voyez bien. Maintenant, j'en viens. Les accords, et il faut que les Congolais comprennent, Christian, les accords sont signés à partir de novembre 2021. Mais il y a une affaire qui intéresse M. Théonès Motshitse Dachiaka, sur laquelle il ne revient pas. Et j'ai ici l'élément où on voit cet Évidemment, mais ambassadeur. c'est la question que je posais d'entrée de jeu. Pourquoi n'est-il pas revenu pour expliquer, bien entendu, les propos qu'il avait tenus ce jour-là, le Mais 27 juillet j'en viens. 2021? Parce que le présentateur de la chaîne de télévision rwandaise parle au conditionnel, parce que le Congo aurait cédé. Non, il ne faut pas qu'on s'amuse avec les Congolais. Nous devons du respect aux Rwandais, mais en retour, il faut que les Rwandais, surtout les gouvernants et les autorités rwandaises, respectent le peuple congolais. Nous n'accepterons pas. Pourquoi je le dis, Christian? Ici, ce texte a été tiré à partir du site officiel du, du De Rwanda. l'ambassade Et, rwandaise, voilà. et tout le monde connaît ce qui s'est passé. Ici, Oui, tout on à fait. relate quoi? Avant la signature des accords, avant la signature des accords, exactement le 27 juillet 2021, cet ambassadeur a rencontré le ministre d'État Pierre Mabiala, ministre congolais chargé des affaires foncières, pour lui demander des actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais aurait données à l'État rwandais dans le cadre de la Non, coopération mais là, suisse. c'était pas au conditionnel que le gouvernement Non, congolais là, ce a n'était pas au octroyé. conditionnel. C'est affirmatif. Là, ce n'était pas au conditionnel. Ça a été bien donné. Bien, tout à fait, oui. Et la réponse du Pierre Mabiala, que j'ai sous mes yeux, il est dit ceci. Son Excellence Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, lui a rassuré son entier engagement afin que ces titres soient obtenus dans les meilleurs délais. Christian, c'est ça le problème de fond. Ni Anatole Coliné Makosso, ni Pierre Mabiala, ni Thierry Mungala, les trois ministres qui ont voulu faire la communication dans un gouvernement qui en compte 38, n'ont jamais abordé cet aspect. Et on a l'acteur principal, avec Pierre Mabiala, l'ambassadeur du Rwanda, est au centre de cette affaire, puisqu'il est venu demander les actes fonciers pour les terres que le Congo a données à l'État rwandais. D'où vient ce silence? C'est sur ça qu'on veut qu'il s'explique. Et curieusement, le gouvernement congolais qui ne veut même pas en parler, qui ne veut plus en parler, dit non, on n'a jamais cédé les terres. Le Rwanda dit que les terres que le Congo aurait cédées. Il y a une question simple, Christian. Qui ment du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais? Il y a bien quelqu'un qui ment. C'est pour ça que j'ai réalisé, en ce qui me concerne personnellement, je reçois des menaces. Vous dire, mais avec ce que vous faites, la dénonciation des accords, tout ça, mais il y a des menaces de mort qui pèsent sur vous. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gros intérêts en jeu. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire que c'est non. Et les Congolais s'opposent. Et nous, Cela ne va pas vous empêcher de dire non. Les Congolais s'opposent à ces accords. Vous avez rappelé tout à l'heure, mais ici sur le même plateau, il y a un invité, le professeur Félix Bakounapele, qui nous disait ne vous y trompez pas, derrière cette affaire, c'est une affaire de gros sous et de blanchiment de capitaux, parce et maintenant on commence à le comprendre, parce que lorsqu'un accord pose problème,
Ce sont, je crois, les businessmen qui disent l'argent n'aime pas du bruit. Et du moment où ça pose déjà problème, c'est controversé. Les Congolais ont dit non, j'ai cité tout à l'heure, la société civile, la diaspora, ben voilà, les politiques, les religieux ont dit non. Pourquoi le Rwanda veut insister? Si réellement c'est de l'argent propre qu'il veut investir dans ses projets, dès lors qu'il y a ce bruit, je pense que le Rwanda devait reculer, à moins que ça soit tout autre chose Mais, derrière. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Vous avez certainement suivi la sortie médiatique tendancieuse de l'ambassadeur rwandais au Congo-Brazzaville, Théoneste Mutinda Chaka, qui a visiblement usé de la langue de bois et soutenu une campagne de diabolisation contre des opposants congolais. C'est le cas de dire que c'est une ingérence flagrante dans les affaires d'un pays feignant ainsi non seulement de ne pas s'expliquer sur ses propres propos, tenu le 27 juillet 2021 au sortir de son audience avec Pierre Mabiala, mais aussi la réalité décrite dans un reportage diffusé par la télévision nationale de son pays, la télévision rwandaise, prenant ainsi les Congolais pour des ignorants. On en parle aujourd'hui avec Clément Mirassa et nous reviendrons également sur l'affaire Hôpital Général de Dolisie avec la présentation du directeur général de cet établissement hospitalier et de 5 autres agents devant le parquet de Brazzaville. Bonjour Clément Mirassa. bonjour Christian. Encore une fois, c'est un plaisir de me retrouver avec toi dans le cadre de cette émission de droit de savoir. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview. Alors, Clément Mirassa, ce sont les opposants congolais qui intoxique la population congolaise. Nous travaillerons de concert avec le gouvernement congolais pour continuer à faire la pédagogie, expliquer aux Congolais l'intérêt de ces accords. Est-ce comprendre par là que finalement, les Congolais n'ont pas une capacité de réfléchir pour que finalement, que ce soit le Rwanda qui vienne faire la pédagogie aux Congolais, comme le dit l'ambassadeur rwandais. Nous aussi, nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement pour faire la pédagogie et montrer aux Congolais, surtout aux jeunes Congolais. Cette année, Son Excellence Denis Sassou Nguesso a baptisé cette année l'année de la jeunesse. Et je demanderai à la jeunesse congolaise de ne pas écouter ce que les gens qui veulent les intoxiquer. Christian, j'ai un sourire, j'ai un petit sourire. Merci pour ta question. C'est bon que nous fassions également la pédagogie et nous tenons à préciser que dans le cadre de cette affaire, les Congolais, que ce soit de la diaspora, que ce soit de l'intérieur, ont dit non à la vente des terres, non à la cession, sous quelque forme que ce soit, de nos terres aux Rwandais. Nous les avons hérités de nos ancêtres et de nos aïeux et nous voulons les céder aux générations futures dans les mêmes conditions. Et nous avons dit oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Maintenant, ta question me fait réagir d'entrée de jeu. Pourquoi? J'ai une pensée forte pour ce que le président Denis Sassou Nguesso a dit au Rwanda lorsqu'il s'y trouvait en juillet, je crois, 2023. Et lorsqu'on faisait le point, après que Denis Christel Sassou Nguesso ait fait le point de l'exécution, le président Sassou avait dit que tout le monde ne comprend pas au même moment. Il y en a qui ont besoin du temps, mais on passera du temps pour le leur expliquer. Les Congolais n'attendent plus que les explications du président Denis Sassou Nguesso, s'il en avait. Sinon, en ce qui concerne les Congolais, ils ne sont pas du tout d'accord. Et moi, j'ai été frappé, mais on ne va pas aller dans la polémique. Le problème est tellement sérieux, Chrétien. Un, je suis convaincu qu'il y a un agenda caché. Deux, il y a beaucoup de mensonges dans cette affaire. Trois, le Congo est un État souverain par rapport à notre constitution. Et je pense que l'ambassadeur du Rwanda au Congo a dû lire la constitution du Congo, mais je vais me permettre de lui rappeler déjà deux articles. Il y a l'article premier
qui dit que la République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. Ça, c'est l'article 1. L'article 5, qui est très important, dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'être attribué l'exercice. Et Christian, je te dis, j'ai passé le temps à lire et à relire ce qui peut expliquer l'ingérence d'abord que nous avons qualifiée de malheureuse du ministre des Affaires étrangères du Rwanda dans les affaires intérieures du Congo. Et cette fois-ci, c'est l'ambassadeur Théonès Mutinda Chiaka, je crois, qui a beaucoup de choses à dire aux Congolais et qui devrait les dire. Donc, au-delà de cette ingérence, nous ne voulons pas aller dans la polémique, mais nous voulons faire la pédagogie pour expliquer aux Congolais que nous avons pris notre position, les gouvernements le savent, et c'est pour ça que les gouvernants n'interviennent même plus. Ce n'est plus Oui, mais Colline tout à l'heure, Makosso. pardon, Clément Mirassa, vous rappeliez que Denis Sassou Nguesso avait promis d'expliquer aux Congolais, puisqu'il disait que tout le monde ne comprend pas au même moment, il faut peut-être expliquer. Est-ce que ce n'est pas parce que, évidemment, son gouvernement n'a pas pu convaincre les Congolais, parce qu'on les a vus quand même sur le terrain, on a vu Anatole Kouliné-Makosso et Pierre Babiala, accompagnés de Thierry Mongala, pour faire cette campagne, pour expliquer aux Congolais. Et donc, je disais, est-ce que ce n'est pas parce que, bon, probablement que le gouvernement congolais a échoué, n'a pas pu convaincre les Congolais, qu'il fait appel finalement aux Rwandais pour venir expliquer aux Christian, Congolais. je vais te lire une partie de la transcription de la réponse d'Anatole Kouliné-Makosso au Sénat le 21 juillet 2024, Je vous en prie. lorsqu'une question lui a été posée par le sénateur Magan. Nous, on n'a pas de descente parlementaire. Nous, on n'a pas de mandant, vénérable Magan. Vous dites, malgré les explications, le peuple n'est pas convaincu. Le peuple dont vous êtes les représentants n'est pas convaincu. Alors, qui donc n'est pas convaincu? Le représentant du peuple ou le peuple qu'on représente? Ça, c'est au Sénat, pour vous dire déjà que lorsque l'ambassadeur vient parler de cas des opposants, il veut chercher une polémique, mais nous n'entrerons pas là-dedans. Donc, au Sénat, le Premier ministre a relevé lui-même que le peuple n'est pas convaincu par ses explications. Et on continue. Alors qui doit aller expliquer au peuple dont vous êtes les mandataires? Ce n'est pas le gouvernement en tout cas. Vénérable président, veuillez m'excuser. Un seul parlementaire a eu le courage de prendre position et d'expliquer la situation à ses mandants, à ses électeurs. Un seul, sur des questions qui sont connues de tous. Un seul a eu le courage d'affronter ses mandants pour dire oh, 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 ce ne sont pas des accords illégaux. Il s'appelle l'honorable Tiati Mabiala. Mais Christian, il faut que les Congolais comprennent. Parce qu'on voit comment l'ambassadeur rwandais et le ministre des Affaires étrangères veulent rentrer dans la confusion. Parce que lorsque le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso fait ce constat au Sénat, mais sachez que l'Assemblée a 151 députés et le Sénat a 72 sénateurs. Faites la somme. Un seul député seulement a compris finalement. Ils sont 223. Donc, rien qu'au niveau de la représentation nationale, un seul. Alors, Christian, est-ce que l'ambassadeur Mais, peut se pendant que vous le permettre? rappelez, il y a également, je crois, Pierre Ngolo qui demandait à Anatole Kouliné-Makosso de bien expliquer ses accords aux populations, ce qui n'a pas pu faire. L'intervention du président du Sénat, le vénérable Ngolo, était claire. Il avait demandé au Premier ministre
de continuer à communiquer sur ce problème, mais en tenant compte de l'opinion des citoyens. Parce que les citoyens se sont exprimés. Les citoyens se sont exprimés dès le 12 avril 2022, après la signature de ces accords avec le président Kagame. La société civile avait adressé une lettre ouverte au président de la République pour demander la rétractation. Il y a des acteurs politiques, il y a des acteurs de la société civile, il y a même des acteurs, des acteurs politiques qui ont demandé qu'un certain nombre de ministres du gouvernement Anatole Coliné Makosso soient traduits devant la justice pour haute trahison. On ne peut pas venir chercher à ridiculiser. Mais dans tous les cas, la question qui se pose, Christian, elle est simple. Est-ce que dans les accords qui ont été signés, qui sont, semble-t-il, confisqués par leurs signataires ou par des dignitaires du pouvoir, est-ce qu'il y a une disposition qui prévoit que le Congo est placé sous parrainage du Rwanda? Mais si c'est ça, Christian, mais nous avons raison de nous opposer. Il y a même un acteur politique, je crois, je vais citer son nom, c'est Mathias Nzon, pour rappeler à cet ambassadeur qui a parlé du problème de l'empire, de la volonté des Rwandais d'instaurer un empire Imatouti, qui avait déjà été révélé par le défunt président Kabila. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi Land dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima-Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontières. Sa frontière est l'horizon. Sa stratégie repose sur 4 piliers. L'infiltration des institutions publiques de pays africains cibles par ses experts en espionnage et les hirondelles rwandaises, belles et charmantes filles Tutsi, du service secret extérieur rwandais rompu à l'art de la séduction, comme c'est le cas en RDC, en RCA, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, etc. Et nous savons tout ça, mais nous ne voulons pas aller dans la polémique. Nous voulons Oui, mais aller Clément, dans la on revient pédagogie. sur l'intoxication des populations par des opposants. Comment avez-vous perçu ces propos? Là, on ne va pas dire qu'on ne va pas répondre à cet ambassadeur qui est encore au Congo en fonction, à ce que je sache. Il dit, c'est vous qui intoxiquez les populations. Et simplement parce qu'il répondait, parce qu'il a dit Christian, aussi, hein, il a dit qu'il répondait parce que, bon, vous lui avez écrit, vous lui avez adressé une lettre, voilà pourquoi il s'est permis de le dire. Mais là encore, il le dit à la télévision. Est-ce qu'il vous a répondu par courrier? la réponse est non, mais j'en viens, Christian. Permets-moi de développer. Nous avons fait une activité, une conférence de presse, et nous étions 4 acteurs politiques. Il y avait Destin Gavé, président du mouvement républicain. Il y avait Jean-Pierre Anyango, président du Parti du Peuple. Il y avait Victor Onyongo, un des responsables du Parti Renaissance, et Clément Mirassa, le président du PSDC. Une fois que nous avons fait cette activité, nous avions pensé qu'il fallait en informer les plus hautes autorités de nos 2 pays. Je dis bien les plus hautes autorités de nos 2 pays. C'est ainsi qu'au niveau du Congo, nous avons adressé une correspondance pour transmettre la déclaration que nous avons faite à cette occasion au ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. En même temps, au Congo, nous avons envoyé le même texte au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, etc. Maintenant, pour ce qui concerne le Rwanda, nous avions pensé transmettre ce courrier à l'ambassadeur du Rwanda et nous pensions que l'ambassadeur du Rwanda est le représentant de l'État rwandais et qu'une fois informé, il informerait ses autorités. Et c'est pour ça que son émission sur la télé nous a convaincus d'une chose. C'est que, le président Kagame est informé de cette position, c'est-à-dire que les Congolais ne veulent pas de ces accords. Le président Denis Sassou Nguesso est informé de cette position. Et le peuple rwandais et le peuple congolais sont également informés de cette position. Nous n'avons pas de problème. Maintenant, ils pensent qu'ils devaient répliquer
Il peut répondre, mais pourquoi il n'a pas répondu par écrit? Et ce qui est intéressant dans l'affaire, même quand il fait le développement, on peut essayer de rentrer dans un certain nombre d'aspects. Je ne parlerai pas d'impolitesse, je ne parlerai pas d'irrespect. Je dirais tout simplement, Ticia, que j'ai réalisé qu'il s'agit, un, d'un agenda caché, et je vais vous en donner la démonstration. Deux, d'une grosse affaire. Et moi, je commence à considérer cette affaire comme un complot contre l'État congolais. Mais nous, il faut que nous soyons debout pour y aller. Pourquoi je dis qu'il y a un agenda caché, Christian? Quand vous suivez le développement de l'ambassadeur du Rwanda, on peut revenir sur certains aspects. Je vais épingler deux ou trois aspects. Il dit qu'il a rencontré les évêques du Congo après qu'ils aient rencontré le Premier ministre. Et selon lui, il leur a donné le décret et l'accord. De quel accord il parle? Est-ce que c'est de l'accord contesté par les dirigeants du PCT qui ont demandé à Anatole Coliné Makosso de lui amener les vrais rapports, pas les accords bidons qu'on a remis aux évêques? C'est le premier problème, premier mensonge. Vous voyez bien. Maintenant, j'en viens. Les accords, et il faut que les Congolais comprennent, Christian, les accords sont signés à partir de novembre 2021. Mais il y a une affaire qui intéresse M. Théonès Motshitse Dachiaka, sur laquelle il ne revient pas. Et j'ai ici l'élément où on voit cet Évidemment, mais ambassadeur. c'est la question que je posais d'entrée de jeu. Pourquoi n'est-il pas revenu pour expliquer, bien entendu, les propos qu'il avait tenus ce jour-là, le Mais 27 juillet j'en viens. 2021? Parce que le présentateur de la chaîne de télévision rwandaise parle au conditionnel, parce que le Congo aurait cédé. Non, il ne faut pas qu'on s'amuse avec les Congolais. Nous devons du respect aux Rwandais, mais en retour, il faut que les Rwandais, surtout les gouvernants et les autorités rwandaises, respectent le peuple congolais. Nous n'accepterons pas. Pourquoi je le dis, Christian? Ici, ce texte a été tiré à partir du site officiel du De Rwanda. l'ambassade Et, rwandaise, voilà. et tout le monde connaît ce qui s'est passé. Ici, Oui, tout on à fait. relate quoi? Avant la signature des accords, avant la signature des accords, exactement le 27 juillet 2021, cet ambassadeur a rencontré le ministre d'État Pierre Mabiala, ministre congolais chargé des affaires foncières, pour lui demander des actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais aurait données à l'État rwandais dans le cadre de la Non, coopération mais là, suisse. c'était pas au conditionnel que le gouvernement Non, congolais là, ce a n'était pas au octroyé. conditionnel. C'est affirmatif. Là, ce n'était pas au conditionnel. Ça a été bien donné. Bien, tout à fait, oui. Et la réponse du Pierre Mabiala, que j'ai sous mes yeux, il est dit ceci: Son Excellence Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, lui a rassuré son entier engagement afin que ces titres soient obtenus dans les meilleurs délais. Christian, c'est ça le problème de fond. Ni Anatole Coliné Makosso, ni Pierre Mabiala, ni Thierry Mungala, les trois ministres qui ont voulu faire la communication dans un gouvernement qui en compte 38, n'ont jamais abordé cet aspect. Et on a l'acteur principal, avec Pierre Mabiala, l'ambassadeur du Rwanda, est au centre de cette affaire, puisqu'il est venu demander les actes fonciers pour les terres que le Congo a données à l'État rwandais. D'où vient ce silence? C'est sur ça qu'on veut qu'il s'explique. Et curieusement, le gouvernement congolais qui ne veut même pas en parler, qui ne veut plus en parler, dit non, on n'a jamais cédé les terres. Le Rwanda dit que les terres que le Congo aurait cédées. Il y a une question simple, Christian. Qui ment du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais? Il y a bien quelqu'un qui ment. Il y a bien Est-ce qu'on le sait? quelqu'un qui ment, forcément. Mais tout à l'heure, vous parlez de sa rencontre avec les religieux, sinon avec l'Église, il faut le dire comme ça. Et vous avez même dit que c'est un mensonge. On lui aurait transmis les accords. On aurait transmis les accords à l'Église. Bon, ça reste encore à vérifier, mais nous connaissons la position de l'Église catholique et par, bien sûr,
la déclaration de Monseigneur Bienvenu Manamika que je vais proposer à nos téléspectateurs et on y revient tout à l'heure. Suivez. Frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données. Respect des terres reçues de nos aïeux, respect de nos terres qui sont invendables, non négociables, respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père, qui prend soin de nous et de toute la création, parce que tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Alors voilà, Clément Mirassa, pour l'Église, les choses sont claires. Il faut se battre bec et ongle pour défendre les terres congolaises. Et l'ambassadeur dit qu'il a rencontré l'Église. Bon, encore, on ne nous a pas dit qu'il a rencontré réellement et qu'il aurait transmis aussi ses accords à l'Église. Mais lorsqu'il parle, lui, il s'attaque beaucoup plus aux opposants. Il ne parle pas de la posture de l'Église. Or, l'Église congolaise, j'allais rappeler ici à nos téléspectateurs que la population congolaise est constituée à 80, à plus de 80% des chrétiens. Et comme quoi, c'est une bonne partie, j'allais dire une majorité, une large majorité des Congolais qui ne sont pas d'accord avec ces accords. Comment est-ce que lui il se focalise sur vous? Et il parle même d'un groupe d'opposants. Alors que partout dans le monde, on a vu des manifestations à Paris, en Afrique du Sud. Et là, on vient d'entendre l'Église catholique du Congo, qui représente une bonne partie de la population. Pourquoi s'acharne-t-il sur vous seulement? Mais vous savez, dans ces pays qui ont une forte connotation de pays à régime autoritaire, il y a un principe qui guide leur action. C'est diviser pour mieux régner. Et quand vous êtes ensemble, ça leur pose des problèmes. Je reviens d'abord sur le problème des évêques, puisque lui-même, il a abordé, en disant que lui, il a remis le décret et il a remis l'accord. Mais pourquoi n'a-t-il pas parlé aux évêques de la rencontre qu'il a eue le 27 juillet 2021 avec Pierre Mabiala pour demander les actes fonciers pour les terres que le Congo avait données? Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, en ce qui nous concerne, Christian, je crois que j'ai sous mes yeux, tout à l'heure, j'ai parlé de la Constitution. J'ai sous mes yeux, peut-être qu'au Rwanda, ce n'est pas comme ça. Mais parlant d'abord de la Constitution, je vais rappeler à cet ambassadeur qu'au Congo, l'article 25 est clair. Parce qu'il ne faut pas qu'il confonde les situations du Congo et du Rwanda. Nous ne voulons pas rentrer dans un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous savez, Christian, il faut que je le rappelle, et je le rappelle surtout aux Congolais. Le Rwanda a eu des problèmes dans le cadre d'une relation controversée avec le Royaume-Uni. Ce n'est pas les opposants congolais qui ont créé la polémique. Ils ont signé, mais dès que les travaillistes se sont arrivés au pouvoir, la première déclaration qu'ils ont faite, c'est que cet accord était mort. Et ils ont demandé au Rwanda d'annuler. Et le Rwanda Et de se rembourser d'ailleurs refuse, l'argent aussi. semble-t-il, à rembourser l'argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons lu sur les réseaux sociaux la déclaration d'un ambassadeur de l'Union européenne, je crois en RDC, mais qui a déclaré que 80% des exportations déclarées rwandaises sont des exportations issues de la République démocratique du Congo. C'est à ça qu'ils veulent venir jouer au Congo, mais nous ne Mais l'accepterons pas. pardon, Clément Mirassa, pendant que vous le dites tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect très important, notamment les accords entre le Rwanda et le Royaume-Uni, où aujourd'hui, maintenant que les travaillistes ont repris finalement le pouvoir, dénoncent cet accord, sinon vont l'annuler et demanderont donc le remboursement. Je pense qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous sommes pratiquement dans la même situation parce que cet accord aussi était controversé. C'est un accord que tout le monde avait dénoncé, mais ils ont forcé les choses jusqu'à aller à la signature et ça n'a pas mis du temps. Là, par exemple,
les travaillistes viennent mettre cet accord, voilà, en situation délicate, s'il faut le dire comme ça. Le Congo, c'est pareil. Nous sommes là sur des accords de cession de terres au Rwanda qui posent problème et les Congolais s'opposent largement contre ces accords. Que ce soit des opposants qu'on est en train de pointer du doigt, bon, ils savent pourquoi ils le font, l'Église a dit non, les Congolais ont dit non, la société civile a dit non, et voilà qu'ils veulent forcer la main. On va se retrouver dans la même situation où bah, ça va arriver, ça finira par arriver, que ce gouvernement ne soit plus là. Et celui qui va remplacer pourrait mettre ces accords en situation délicate comme le font aujourd'hui voilà, les travaillistes. Qu'adviendra-t-il finalement? Et pourquoi le Rwanda ne tire pas les leçons sur ce qui se passe avec les accords dénoncés aujourd'hui par les travaillistes au Royaume-Uni? Mais Christian, tu touches là un problème fondamental. Moi, je considère, en ce qui me concerne, quand je fais mes analyses politiques, que la démarche du ministre rwandais des Affaires étrangères, la démarche de l'ambassadeur ne vise rien qu'à faire du chantage au gouvernement congolais pour dire ces accords, votre peuple les a refusés, passons à la caisse, il y a dû avoir une transaction Rembourser-nous. financière et rembourser. Mais ce n'est pas fini, Christian. Quand tu suis la déclaration de l'ambassadeur, il dit qu'il va faire la pédagogie pour que les Congolais comprennent le bien fondé de cet accord. Et il dit, et ça c'est l'autre aspect important du point de vue financier, il dit que ces accords sont bénéfiques pour les Congolais et pour les Rwandais. Et c'est là que j'en viens, Christian. C'est là le problème de fond. Parce qu'ils sont bénéfiques pour les Rwandais, pourquoi? Mais parce que Crystal Venture, Mansfield Venture, etc., ce ne sont rien d'autre que les bras financiers du FPR. Donc, ce sont des structures qui sont chargées de travailler l'argent pour alimenter les caisses de l'État et permettre au Rwanda de faire les massacres en République démocratique du Congo et entretenir cette guerre. C'est pour ça que nous disons à l'ambassadeur que les Congolais qui tiennent à avoir, du point de vue géopolitique et géostratégique, des relations de bonne coopération avec la RDC, avec laquelle nous avons des liens séculaires et historiques très importants, ne peut pas accepter que ces terres soient utilisées pour financer et soutenir de façon multiforme et surtout au plan financier les massacres qu'ils commettent à l'est de la République démocratique du Congo et puis entretenir la guerre. Et c'est pour ça que je dis, Christian, c'est pour ça que c'est une affaire de gros intérêts. C'est pour ça que j'ai réalisé, en ce qui me concerne personnellement, je reçois des menaces pour dire, mais avec ce que vous faites, la dénonciation des accords, tout ça, mais il y a des menaces de mort qui pèsent sur vous. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gros intérêts en jeu. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire que c'est non. Et les Congolais s'opposent. Et nous, Cela ne va pas vous empêcher de dire non. Les Congolais s'opposent à ces accords. Vous avez rappelé tout à l'heure, mais ici sur le même plateau, il y a un invité, le professeur Félix Bakounapele, qui nous disait ne vous y trompez pas, derrière cette affaire, c'est une affaire de gros sous et de blanchiment de capitaux, parce que, et maintenant on commence à le comprendre, parce que lorsqu'un accord pose problème, ce sont, je crois, les businessmen qui disent l'argent n'aime pas du bruit. Et du moment où ça pose déjà problème, c'est controversé. Les Congolais ont dit non, j'ai cité tout à l'heure, la société civile, la diaspora, ben voilà, les politiques, les religieux ont dit non. Pourquoi le Rwanda veut insister? Si réellement c'est de l'argent propre qu'il veut investir dans ces projets, dès lors qu'il y a ce bruit, je pense que le Rwanda devait reculer, à moins que ça soit tout autre chose mais, derrière. mais Christian, tu te rappelles que lors de la conférence de presse, j'ai présenté une table et une carte qui a convaincu les Congolais sur le fait que, curieusement, on avait choisi, on avait localisé les sites rien que dans la partie sud du pays, qui ne couvrent que 160 000 km² et dans la partie nord Et ce n'est pas le gouvernement qui répond. C'est ça qui est audacieux. C'est ça, je dirais même, j'utiliserai un mot, c'est ça qui est même culotté. Ce n'est pas Anatole Collinet Makosso qui répond.
C'est l'ambassadeur rwandais qui dit qu'ils ont choisi ces sites-là. C'est Eni qui les a choisis à cause de la proximité du port de Pointe-Noire. Mais j'apprends à l'ambassadeur. Il n'a qu'à bien regarder la carte du Congo. Mais il y a eu des exploitations forestières qui se font dans la Sangha. Et les exportations du bois sont faites à partir de Douala. Parce que Douala est plus proche de Ouesso. Donc, on aurait pu. Et je rappelle à cet ambassadeur que la Sangha, notre département de la Sangha, il fait plus de 55 000 km². Donc, plus de 2 fois la superficie du Rwanda. Donc, ce n'est pas ça qui pose. Maintenant, pour revenir à une question que tu m'as posée, je voulais expliquer aux Congolais que l'ambassadeur confond le Rwanda et le Congo. En ce qui concerne le Congo, Christian, nous avons l'article 25 de la Constitution qui dit ceci, et je lis, j'ai la Constitution. L'article 25 de la Constitution dit ceci. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. Mais ce n'est pas tout. Je prends cet autre texte. C'est la loi 28-2017 du 7 juillet 2017, déterminant le statut de l'opposition politique. Et il est dit ceci, que ce soit à l'endroit de l'ambassadeur, que ce soit à l'endroit du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, sinon à l'attention des gouvernants rwandais, l'alinéa 2 de l'article 1er dit ceci, l'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis et ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Alors, pourquoi ce manque de respect pour un diplomate de venir parler d'intoxication, de polémiques créées, etc. Pourquoi? Mais les Congolais ont bien perçu. Il parle d'ailleurs de la polémique créée par des groupes d'opposants. En réalité, il faut lui rappeler, d'ailleurs tout à l'heure on l'a dit, il devrait s'expliquer sur ses propos du 27 juillet 2021. C'est lui qui a jeté en fait... Mais je n'ai pas fini sur cette ligne-là, Christian. Oui. Je n'ai pas fini sur cette ligne. J'ai fini d'abord sur celle-ci. L'article 3 de cette même loi dit ceci. Les partis politiques ou groupements de partis politiques de l'opposition et leurs membres jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la Constitution. Ils exercent dans ce cadre leurs activités. L'article 4. Aucun dirigeant, aucun militant de l'opposition politique ne peut, sous réserve du respect des lois et règlements de la République, subir des sanctions en raison de ses opinions politiques. Voilà comment ça se présente au Congo. J'ai réalisé que ça ne se passait pas comme ça au Rwanda, mais il ne faut pas qu'il transpose ici, parce que le Congo est un État souverain. Maintenant, pour revenir à l'autre aspect, Christian, non seulement il y a cette rencontre du 27 juillet 2021, mais il y a plus grave. Il y a plus grave, Christian. Ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que sur la même chaîne où il a fait son intervention, la chaîne nationale de télévision rwandaise, le 30 mars 2024, mais les Congolais ont été choqués. C'est même à cause de ça qu'ils ont repris à préciser leur position avec virulence. Il a été dit quoi? Que du 4 au 8 mars 2024, une mission composée des membres du secteur privé rwandais ont visité le Congo et ont visité 2 sites dont la superficie cumulée fait 980 km², qui sont devenus la propriété du Rwanda. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, je préfère donc proposer à nos téléspectateurs cet extrait de la vidéo. Peut-être que ça va rafraîchir aussi la mémoire de l'ambassadeur, j'allais dire, rwandais, Théoneste Mushidashaka-Sué. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandine en fait le point. Demande totale.
Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Alors, Clément Mirassa, après tous ces éléments et qu'il pense que c'est finalement des opposants, un groupe d'opposants congolais qui intoxique les Congolais. Là encore, il y a un autre aspect qu'il faut quand même relever ici. Les diplomates sont tenus, je crois, au principe de neutralité. Ça, il a violé ce principe. Mais en plus, il n'a pas été courtois, il s'exprime quand même au Congo-Brazzaville et il prend des Congolais pour des ignorants, c'est quand même curieux. Et dans son langage, on note le narratif du gouvernement congolais. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Ils utilisent les mêmes termes, voilà, les mêmes propos. C'est comme s'il a été conditionné par le gouvernement congolais. Et là, quand il parle, on a l'impression que c'est un membre du gouvernement Makosso qui s'adresse à ceux qui s'opposent à ces accords. Je ne sais pas si vous l'avez compris, vous l'avez noté. Non, je l'ai compris, Christian, mais je te donne l'information, je la donne à l'ensemble des téléspectateurs. En même temps que nous avons adressé une correspondance au ministre d'État, ministre et directeur de cabinet du chef de l'État, pour transmettre en fait indirectement, informer le président Denis Sassou Nguesso de la position réelle des Congolais sur cette question. Nous en avons informé le Premier ministre. Mais Christian, tu n'as pas constaté que depuis le passage d'Anatole Colinet Makosso au Sénat, le gouvernement est devenu muet sur cette affaire? Et curieusement, c'est le Rwanda qui prend le relais en venant s'ingérer dans les affaires congolaises. En venant s'ingérer dans les affaires congolaises. Mais dans tous les cas, ça ne change en rien. Nous disons à nos gouvernants que les Congolais ont dit non, tant à la cession qu'à la vente de ces terres. D'autant que pendant que nous avons suivi cette affaire, nous avons eu des épisodes qui nous ont donné la chair de poule, comme des documents confisqués par une seule personne, comme des documents bidons qui auraient été présentés aux évêques et qu'il ne fallait pas présenter aux responsables du PCT. Tout ça, tout est le mensonge. Parce que qui ment? On a posé la question du mensonge pour la rencontre du 27 juillet. Maintenant, s'agissant des 980 km², qui ment? C'est le Rwanda ou c'est le... Est-ce qu'on peut soutenir d'avoir des rapports avec un partenaire comme celui-là? Les Congolais disent non. Les Congolais disent non. Ben alors, pendant que vous le dites, Clément Mirassa, c'est le cas aussi de noter que finalement, comme disait d'ailleurs un expert en droit, c'est finalement, on note quand vous suivez Moutinda Chaka, vous avez l'impression qu'il y a une communauté d'intention qui s'est créée au Congo-Brazzaville entre certains gouvernants, hein, bien sûr, du Congo et ceux du Rwanda. Mais là encore, on a noté, vous l'avez suivi, et les Congolais aussi l'ont suivi, lorsqu'il parle de la création de 100 000 emplois, c'est-à-dire nous allons aider, le Congo a besoin du Rwanda pour créer ces emplois. Moi, je pense que c'est une forme d'humiliation aussi du régime Sassou Nguesso par voilà, un ambassadeur qui vient de démontrer que finalement, pendant 40 ans, on n'a pas pu créer les emplois pour les jeunes, et c'est le Rwanda qui viendra créer ces emplois pour les Congolais. Mais le problème, c'est ce qu'il faut craindre maintenant, tel que le Rwanda s'implique, commence à s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo-Brazzaville. Je pense que ça commence à interroger et on se pose donc la question, est-ce qu'ils le font avec la caution du gouvernement congolais ou c'est juste qu'ils se permettent une certaine liberté, trop de liberté, j'allais dire, parce qu'ils sont conscients que le Congo, c'est un État faible?
Mais Christian, les choses sont claires. D'abord, je commence par réagir sur la création de 120 000 emplois. Non, la chose est claire, Christian. Le Rwanda veut utiliser le Congo comme une base arrière dans la situation qu'il a avec la République démocratique du Congo. Et nous n'autoriserons pas. D'ailleurs, vous avez vu quand cette affaire a commencé, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est développé? Mais on disait que sous guise d'agriculteurs, en fait, ça sera des militaires. D'autant que cet accord militaire et technique qui a été, semble-t-il, signé en 2021, vous avez écouté le Premier ministre congolais dire devant le Sénat que compte tenu de l'ambiance entre les deux pays, Congo, Brazzaville et RDC, on a préféré suspendre. Pourquoi? Et je me pose la question, puisque j'ai cru entendre quelqu'un dire que lorsqu'on est en guerre ou en conflit militaire, on ne peut pas signer des accords militaires. Est-ce que le Congo avait le droit de signer ce genre d'accord? C'est une interrogation et les spécialistes peuvent y apporter. Maintenant, sur l'agriculture, Christian, je crois que c'est le problème de fond. Le problème de fond, c'est que le pouvoir de Brazzaville a échoué en ce qui concerne l'agriculture. Il vous souviendra du slogan autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Mais nous sommes en quelle année? À l'époque, on parlait de 120 milliards d'exportations, d'importation de produits agricoles. Oui, même lorsqu'on a Aujourd'hui, nous lancé sommes le programme ou le plan de soutien à 24 ans l'agriculture. après, 24 ans après, nous importons combien? Mais pour plus de 700 milliards de produits alimentaires. C'est une catastrophe, c'est un échec frappant. Mais la réponse à ça, ce n'est pas d'aller au Rwanda. Quand on dit aux gouvernants, depuis plus de 10 ans, mes frères, vous avez des difficultés, appelez un dialogue national inclusif ou bien organiser les États généraux de la nation. L'intelligence congolaise saura remettre les choses sur les rails. Ils refusent. Donc, on est là dans une situation. Ce n'est pas la force du droit, mais c'est le droit de la force. On ne peut pas l'accepter. Et par rapport à ça, la solution que les gouvernants congolais semblent avoir trouvée, c'est d'aller chercher. Nous disons non. Vous pouvez créer 120 000 emplois en définissant une politique agricole correcte, en donnant les moyens. Et les moyens, Christian, nous les avons. Il faut récupérer. Parce que j'ai suivi encore hier soir à la télévision parlant des retraités, si je peux me permettre de dire un mot. Anatole Collinet Makosso et les syndicats se vantaient que c'est inédit. On a fait 5 revues d'affilée et on a réussi. On a réussi 5 revues d'affilée. Un, sans s'attaquer à la corruption. Vous ne vous développerez pas si vous ne vous attaquez pas à la corruption. Deux, en ne s'attaquant pas aux gouvernants qui se sont enrichis sur la base des caisses de l'État, mais qui ont placé l'argent à l'extérieur. Et qui continuent à le faire d'ailleurs. Ils continuent à le faire. Et qui ont choisi de développer d'autres pays que le leur. Et trois, on ne mène pas la lutte contre la corruption. On a plutôt choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. C'est pour ça que nous disons, il y a une autre façon de faire la politique, et celle qui est faite maintenant, et celle-là n'a pas besoin des 120 000 emplois. Il faut qu'on aille vers un changement et une rupture. Ça, c'est ce que je pense, pour que nous définissions une politique, parce que les frères qui sont là ont prouvé leur incapacité à avancer sur ce domaine-là. Voilà. Voilà, on va donc boucler le volet intervention, j'allais dire sortie médiatique tendancieuse de l'ambassadeur rwandais au Congo, Théoneste Mosindachaka, pour passer au deuxième volet. Mais avant, une dernière question, parce qu'il a parlé aussi de la culture du ricin. Et ce qui est curieux, c'est qu'il dit qu'ils sont en train d'expérimenter la culture du ricin au Rwanda. Au Rwanda, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le Rwanda n'a aucune expertise dans la culture du ricin, c'est ce que ça veut dire. Et dans le même temps, on nous a parlé des autorisations express d'occuper, et là encore Anatole Collinet Makosso tutube, et on l'a constaté, tantôt il parle de comment on appelle ça, d'autorisation express d'occuper, tantôt il parle d'autorisation provisoire d'occuper. Mais or, là, l'ambassadeur dit qu'on est en train d'expérimenter cette culture au Rwanda. Comme quoi, c'est la première fois qu'ils sont en train de vouloir comprendre ou de trouver une expertise en la matière.
Mais lorsqu'on parle, prenons le cas où c'était une autorisation provisoire d'occuper les terres. Cette autorisation provisoire donne donc la possibilité aux partenaires de venir expérimenter la culture au Congo. Mais là, Théoneste se dit, ça s'expérimente au Rwanda. Comme quoi, une fois qu'ils ont fini là-bas, si c'est bon, ils viendront planter ça au Congo. Bon, bref, il y a tellement d'ambiguïté, il y a trop de flou autour. Mais moi, ma question, c'est de savoir comment le Congo a-t-il pu et sur quels critères le gouvernement congolais a sélectionné le Rwanda pour la culture du ricin au Congo-Brazzaville? Parce que là, l'ambassadeur dit, ils sont en train d'expérimenter au Rwanda. Donc, ils n'ont pas encore cette expertise. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Congo s'est tourné vers le Rwanda pour cette culture chez nous au Congo-Brazzaville? Christian, nous avons posé un certain nombre de questions au gouvernement. Si le gouvernement estime que c'est les Rwandais qui doivent maintenant répondre à leur place, c'est-à-dire qu'on constate leur incompétence à répondre à ces questions, nous prendrons acte. Ce que nous avons posé comme question, même si l'ambassadeur a répondu de façon malheureuse, première question qu'on a posée, sur la base de quelles études les sites ont été choisis exclusivement dans la partie sud du pays et non dans la partie septentrionale du pays? Ça, c'est la première question qu'on a posée. La deuxième question, pourquoi avoir choisi le Rwanda qui ne fait pas partie du top 10 des pays, des meilleurs pays agricoles africains? Troisièmement, les démarches et les recherches que nous avons menées ont fait apparaître qu'il y avait deux pays qui étaient bien qualifiés en matière de culture de ricin, c'est l'Éthiopie et l'Angola. Mais l'Angola, nous avons des relations inoubliables. Je crois que le pouvoir actuel connaît bien les relations que nous avons avec l'Angola. Pourquoi ne pas avoir choisi l'Angola, etc. Puis, quatrième préoccupation, pourquoi avoir choisi d'appauvrir les sols par la culture du ricin dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, qui pour nous sont des départements extrêmement importants parce que c'est des départements à très forte densité humaine. La Bouenza, je vous ai dit, a pratiquement 30 habitants au kilomètre carré. Le Poul a pratiquement 12 habitants au kilomètre carré et le Niari doit se situer autour de 13 habitants au kilomètre carré. Alors, quand vous prenez les zones de la partie septentrionale, qui sont fortement étendues, je crois que beaucoup de Congolais ne savent pas que la Likwala couvre plus de 66 000 km², que la Sanga couvre plus de 55 000 km², que la cuvette couvre plus de 57 et de 48 000 km², que les plateaux couvrent plus de 38 000 km² et que les densités, ils sont là où la densité peut être forte dans la partie septentrionale, c'est entre 7 et 8. Sinon, c'est autour de 5, 4, 5, 6. Et pourquoi? Donc, à toutes ces questions, le gouvernement s'est retrouvé incapable d'apporter des réponses et ils veulent que nous croyions à cet ambassadeur qui a rencontré Pierre Mabiala le 27 juillet 2021 pour demander des actes fonciers et qui est incapable d'en parler lui-même, même sur la propre chaîne de télévision rwandaise. Non, ne nous moquons pas des Congolais. Nous avons compris. Et notre position. Je crois que les démarches faites par les personnalités politiques rwandaises ou qui tentent de nous provoquer, parce que ce qui fait notamment notre endroit, c'est la provocation, nous disons non, nous sommes calmes. Mes frères, vous voulez peut-être créer votre empire Imatouti ou je ne sais pas quoi. Vous voulez peut-être occuper, puisque nous avons révélé dans la déclaration que nous avons faite que l'article 8 de leur loi foncière est clair. Hein? Les terres acquises à l'extérieur sont sous le régime de la loi du pays concerné. C'est clair. Donc, dans leur vivier quotidien, mais écoutez, le Congo, c'est 342 000 km², eux, c'est 26 000. Donc, nous, c'est plus, notre superficie est 10 fois supérieure à celle plus de 10 fois supérieure à celle du Rwanda. Non, ne nous amusons pas. Mais nous disons aux frères ambassadeurs, viens expliquer aux Congolais ce que tu as traité avec Pierre Mabiala pour que tu aies les titres fonciers. Parce que pour qu'il aille chercher les titres fonciers, ça veut dire que déjà, quelque part, on lui avait déjà identifié des parties du territoire congolais qu'il devait occuper. Mais les Congolais ne veulent pas de constitution d'enclave rwandaise sur le territoire national congolais.
Alors, donc pour terminer, évidemment, là, tout le monde est en train de le remarquer que le Rwanda finalement s'implique, mais alors de la manière la plus, j'allais dire, osée, voilà, pour soutenir ces accords au niveau du Congo-Brazzaville. Et lorsqu'on entend parler l'ambassadeur, on comprend très bien que ces accords, pour eux, c'est déjà, bon voilà, c'est un acquis, il faut avancer, il faut les mettre en application, et probablement que d'ici là, on va convoquer l'Assemblée nationale congolaise pour lui faire dire, évidemment, ou faire voter la loi, pourquoi pas. Et donc, on va peut-être assister à un passage en force de ces accords. Et à ce moment-là, qu'adviendra-t-il? Non, ça concerne les Congolais. Christian, on ne peut pas connaître un problème aussi important et que les Congolais soient silencieux. Ils se sont exprimés dans une première phase. Ils ont senti que le gouvernement a mis en place une stratégie pour essayer de, comme dire, soi-disant, apaiser le climat. Mais ils voient bien que le problème n'est pas fini. C'est aux Congolais d'être debout. Il faut que les Congolais assument leurs responsabilités. C'est à eux de savoir s'ils veulent laisser ce pays aux générations futures avec des problèmes inextricables. Déjà, il y a celui de la dette. Si on veut en plus laisser le problème des terres, mais les Congolais savent, ils voient ce qui se passe en la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ils voient ce qui se passe en Palestine entre les Palestiniens et les Israéliens. Ils voient ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est à eux. Maintenant, s'ils sont silencieux, si les Congolais ont pensé que c'est être silencieux qui résout les problèmes, ça, mais moi, je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. Et je dis, je me battrai. Et que les Congolais se lèvent, qu'ils donnent leur point de vue. Ce n'est pas la peine qu'ils grommellent avec leurs femmes dans les maisons. Et quand on leur dit de prendre la parole pour donner publiquement leur position, ben, qu'ils se taisent, etc. S'ils le font, ils sauront à quoi s'en tenir. Voilà, Et Christian. voilà, dans l'espoir également que l'Assemblée nationale congolaise pourrait donc rejeter, dans le cas où on leur imposait bien sûr ces accords. Tout le monde sait aujourd'hui que ce sont là des accords illégaux et qui risqueront, mais qui mettent en fait à balle la sécurité nationale et la souveraineté territoriale du Congo-Brazzaville. Mais l'avenir nous en dira un peu plus. Passons donc au deuxième volet, c'est celui sur l'affaire de l'hôpital général de Dolisie qui aujourd'hui défraie la chronique au Congo-Brazzaville, affaire révélée par un certain Fred Makita. Le directeur général de cet établissement hospitalier a été interpellé, déféré devant, j'allais dire, le tribunal de Brazzaville avec 5 autres agents, bien entendu. Et je lisais, je crois sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé ça, une autre note qui instruit le contrôle physique à l'hôpital Adolphe Cissé. Comme quoi, ils viennent de prendre, je ne sais pas, conscience, il fallait attendre que Fred Makita en parle pour que le gouvernement Makosso se rende compte qu'il y a mais vraiment une grande mafia dans les hôpitaux, dans la gestion des hôpitaux. Christian, le constat n'est pas fait d'aujourd'hui. J'aime rappeler cette déclaration du chef de l'État euh, lors de sa prestation de serment en août 2009, lorsqu'il disait qu'il ne surprend personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples qui ont été déployés, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement des deniers publics et autres. Et là, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et qui peut dire plus clair que ça? Le 23 mars 2024, le chef de l'État a dit, il y a le ver dans le fruit, il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice. Et nous n'avons de cesse de dire, Christian, que le pouvoir actuel a choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Ce qui se passe au niveau d'abord, il faut féliciter Fred Makita, parce que Fred Makita a fait ce que plusieurs organes de contrôle au Congo n'ont pas pu faire. Et il a eu un certain nombre de révélations, puisqu'il lui a été dit que ça ne se passe pas seulement à l'hôpital général de Dolisie, c'est comme ça que ça se passe dans tous les hôpitaux généraux. Et ensuite, Oui, mais on lui a pendant que dit, vous rappelez cela, finalement, c'est une mafia
organisé au plus haut sommet de l'État, parce que là, il y a eu une interpellation d'ailleurs du directeur du cabinet du ministre de la Santé, Monsieur Ignace Tendele, qui a été interpellé par la CID, la Centrale d'intelligence et de la documentation. Probablement que c'est pour l'écouter sur la même affaire, c'est ça. Mais Christian, les choses sont, elles sont claires. Je dis bien, les choses sont claires. Regardez, lorsqu'on parle des arrestations, on parle du directeur général, on parle du directeur économique et financier, on parle d'un ancien gestionnaire, on parle de 2 membres du cabinet du ministre. Et quand on rappelle cet épisode, il vous souviendra, si les uns les autres ont oublié, que le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a dit ceci à Fred Makita. Vise seulement, tu auras dans cette ligne-là, tu auras aussi ta part. Et quand Fred Makita a refusé, selon lui, en disant que même si le ministre me demandait de viser, j'allais refuser, le directeur général lui a dit quoi? Je vais à Brazzaville, je vais revenir, je vais rencontrer le ministre et au retour, on verra. Au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est revenu avec une note qui relevait Fred Makita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des gouvernants, on protège. Dieu merci, certainement à cause, je ne sais Oui, pas mais si cette note que vous rappelez a été signée par, selon Fred Makita lui-même, la note avait été signée par le ministre. Je pense que le ministre doit être interpellé aussi, puisque apparemment, lui aussi connaît voilà, ce réseau, il est impliqué dans le réseau. Mais bon, moi, je ne suis pas magistrat, etc. Mais je dis dans la conduite de cette affaire, à partir du moment où il a été dit que ça se passe comme ça dans tous les hôpitaux généraux, et que dans tous les hôpitaux généraux, dans chaque hôpital général, il est censé avoir un contrôleur budgétaire. Mais ces contrôleurs budgétaires, ils les rendent bien compte à leur hiérarchie. Donc, le système est bien connu. Et comment expliquer, Christian? Soi-disant le conseil des sages, je ne sais pas, je n'ai pas lu les derniers textes, je ne sais pas quelles sont les attributions du conseil des sages pour qu'ils viennent s'initier dans ce genre de gestion, dans ce genre de questions. Le conseil des sages fait sa fiche le 27 juin et le ministre Luc Ngati qui a signé la note la signe le 1er juillet, sans même chercher à protéger son agent qui est un agent du contrôle budgétaire. Le premier réflexe du ministre Ngati, selon moi, aurait été de comprendre exactement, sinon de demander une enquête. Mais c'est après que Fred ait fait la dénonciation. C'est après que Fred ait été entendu à la centrale d'intelligence et de documentation, que le directeur général y a été entendu, qu'on a vu curieusement l'inspection générale des finances sortir d'une note pour mettre en mission les gens. Ça veut bien dire. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle une expression qu'on a donnée aux syndicalistes des retraités de la crève. Quand on a dit il n'y a pas d'argent, le trou est profond, le trou le plus profond. Mais voilà les raisons qui expliquent que le trou est profond. Si dans chaque hôpital déjà on fait, mais voyons les autres structures. Il n'y a pas que dans là, les nous sommes dans le cadre, par exemple, de la santé, où il faut peut-être rappeler aussi qu'il y a eu dernièrement une révélation faite par la coalition Publiez ce que vous payez, qu'il y a eu détournement de 160 milliards de francs CFA en sus des 25 milliards dans le circuit de dépenses Covid 2019. Donc, on comprend bien que ce ministère est très dangereux, c'est une haute mafia, mais encore il faut se dire probablement que c'est une réalité, probablement dans tous les ministères. Vous allez vérifier, nous avons de nombreux ministères ici. Dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle les menus recettes. Vous connaissez le ministère de l'Intérieur. Quand vous faites un passeport, c'est payant, non? Mais l'argent là du passeport que vous avez fait, c'est pas vous. Ça ne rentre pas au trésor. C'est ça qu'on appelle les menus recettes. Tous les ministères qui touchent l'économie ont des menus recettes. L'économie forestière, hein? Le ministère, il y a des menus recettes. Mais ça va où? Mais l'État le sait. Il le sait. Moi, j'avais décidé, non. Alors, désormais, nous allons faire le point sur le menu recettes des ministères. Lorsqu'on fait le budget, on doit soustraire de leur affectation le montant de menu recettes. Puis, ils ne les mettent pas au trésor.
ça a failli provoquer une révolution. C'est une chance, hein. Dieu m'a protégé et je ne suis pas abattu. Ça veut dire que ça se passe dans tous les ministères. Et moi, en fait, c'est un souhait peut-être qu'il faut dire. Alors, on attend voir si la mission de contrôle qu'on a, disons, initiée pour le contrôle physique, bien sûr, dans les établissements hospitaliers, cette mission va se dérouler dans tous les hôpitaux, mais après, il faudra passer aux autres ministères, à tous les ministères aussi, qu'il faut contrôler. Nous apprenons d'ailleurs dans le contrôle physique des agents, il y a eu une mission à un moment donné à la présidence de la République où on avait aussi décelé des fonctionnaires fictifs et cette mission avait été arrêtée net. On comprend bien que c'est toute l'administration congolaise qui est affectée en fait. Christian, pourquoi choisit-on dans ce domaine le principe de deux poids, deux mesures? Je le dis pourquoi. Mais le procureur de la République, en abordant ce problème, il a dit que c'est suite à une dénonciation. Mais lorsque une ONG fait un document dans lequel elle prouve qu'il y a eu des détournements de 160 milliards, c'est pas une dénonciation. Lorsqu'une ONG dénonce l'affaire des 25 milliards, c'est pas une dénonciation. Puis en ce qui concerne le ministère de la Santé, Christian, il faut que les Congolais aient beaucoup de chiffres dans la tête. Lorsqu'on parle de 160 milliards, par exemple, mais quand vous prenez la ligne rubrique personnelle dans le budget de l'année 2024, elle est de combien? Elle est de 435 milliards. La ligne personnelle, vous payez régulièrement 400. Mais quand vous prenez 160 milliards, ça fait quoi? Mais c'est une grande portion qui devrait aider à ce que l'on avance. Est-ce que les gouvernants peuvent rester silencieux devant une telle information? Et j'ajoute, Christian, pour que tu te rendes compte du système qui a été mis en place, qu'on explique aux gens pourquoi la haute autorité de lutte contre la corruption qui a procédé à 30 investigations, qui a reçu, je crois, 53 plaintes et 97 dénonciations, comment il n'arrive pas à exploiter? Et nous Comment apprenons ce n'est pas? d'ailleurs que cette mission est passée aussi à Dolisie. Ben, dit-on qu'elle était passée à Dolisie et qu'elle n'avait jamais rendu publiques les conclusions. Si elle avait rendu ses conclusions publiques et si elle avait bien fait le travail, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc ça veut dire Maintenant, que la haute autorité de lutte contre la corruption savait ce qui se passait à Dolisie. mais on lui demande, moi je suis de ceux qui lui demandent depuis, puisqu'elle avait dit qu'elle était prête pour procéder aux délibérations et à publier les résultats, mais on lui demande de publier. Et la question que je me pose, et qui doit constituer un cas de conscience pour le gouvernement d'Anatole Kondine Makosso. Est-ce qu'il est normal qu'on soit silencieux sur le fait qu'on a relevé frère de Makita, frère de Jonas Makita? Est-ce qu'on devrait le relever? Il n'a même pas fait un mois. Est-ce qu'on devrait le relever? Mais c'est au Bon, contraire. il doit avoir droit à la réparation parce que finalement, tout le monde se rend compte que c'est, à tort d'ailleurs, c'est un licenciement abusif. Et là, normalement, il devait être réinstallé à son poste, à la rigueur, et puis payer les dommages et intérêts qui y vont. Mais lorsqu'on aborde évidemment cette question, nous avons aussi à rappeler que des Congolais, j'allais dire, des dignitaires de ce pouvoir, qui ont planqué à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Ce sont là des révélations des Panama Papers. Ensuite, il y a encore d'autres, cinq seulement, voilà, cinq Congolais du même régime qui ont planqué 9 000 milliards, donc 16 milliards de dollars dans les banques chinoises. Ces révélations existent. Pourquoi la justice congolaise ne s'en saisit pas, finalement? On ne comprend rien du tout. Mais Christian, prenons un cas des sommes que je dirais pas à ce niveau. Prenons le détournement des 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016 qui ont été virées du Trésor dans un compte LCB de la CREF. Et le directeur général a déclaré que ce dossier était au niveau du tribunal, donc au niveau de la justice. Pourquoi il n'est pas exploité? Mais on peut comme ça, les malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture, le FIGA,
Les dossiers sont nombreux. Et C'est il y pour a ça que je 14 dis, 000 milliards aussi du Fonds de garantie des générations futures. Et comme vous aimez à le dire, finalement, c'est un gouvernement qui a choisi protéger les voleurs. La vérité, c'est ça. C'est que les informations existent et rien n'est fait. Donc voilà, on assiste comme ça. Et c'est hier ou avant-hier, je crois, où je m'interrogeais, mais même lorsqu'on a déféré devant le parquet le directeur général de l'hôpital général, c'est ça, de Dolisie. Curieusement, on n'a pas vu la dame, la trésorière, qui était aussi citée, qui est impliquée dans ces malversations financières. Apparemment, elle est protégée, comme les autres. Ben, bref, voilà, c'est une non, mais parenthèse que je voulais Christian, ouvrir et plus faire. il faut relever que chacun bénéficie de la présomption d'innocence. Mais Donc bien après, entendu, bénéficie de la présomption d'innocence, mais Madame Edith Oba, c'est la trésorière de l'hôpital général de Dolisie. Et quand Fred Matkita explique, on comprend très bien comment est structuré ce système. Cette dame devait être devant le juge. Bon, bref, on laisse encore le temps, probablement que, ben voilà, euh, la procédure va suivre son cours, mais c'est un problème. On ne peut pas prendre seulement le directeur général et puis laisser la trésorière, qui, elle, tient l'argent et mais, c'est elle qui gère l'argent. En fait, c'est une mais, parenthèse que je voulais juste ouvrir et puis bon, c'est refermé. Alors, on va donc terminer non, par mais le Christian, dernier. Oui. avant qu'on ne passe à l'autre problème, l'opinion congolaise pense quoi? Parce que le président de la République a été clair dans son message sur l'état de la nation en 2018. Il disait qu'en ce qui concerne les délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Donc, il faut l'appliquer. Il faut qu'on applique la loi. Et il faut que par rapport à l'application de cette loi, qu'on veille à respecter l'article 15 de la loi qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, et par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. Il faut que ce soit clair. Parce que sinon, nous créons quoi? Nous créons un malaise. Nous créons un malaise. Donc, si on est décidé, et j'ose espérer, et je ne sais pas si je me trompe, j'ose espérer que c'est certainement le résultat de la mise en place de la commission ad hoc qui est présidée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouillard. Donc, Il travaille déjà. il faut encourager cette commission pour Oui, que mais nous tout en ayons davantage. encourageant, comme vous le dites, il faut tout de même dénoncer un certain nombre de choses. C'est j'allais dire, cette justice à plusieurs vitesses, à double vitesse, comme je venais d'ailleurs de l'évoquer tout à l'heure. Et finalement, on se rend bien compte qu'au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui sont intouchables, qui peuvent violer la loi. C'est le cas de ce que vous aimez à rappeler d'ailleurs, que Denis Sassou Nguesso lui-même est en situation délicate d'incompatibilité. La loi, il est en même temps président de la République, président de fait, mais il est aussi président du Parti congolais du travail. Et donc, lorsqu'on a déjà un gouvernement sous une telle autorité, on peut comprendre la suite. En tout cas, nous l'avons relevé, ce n'est pas la première fois, puisque j'ai informé les téléspectateurs qu'en juin 2020, j'avais introduit un recours euh, en inconstitutionnalité sur cet aspect. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de la Justice chargé de la Justice, au ministre chargé de l'Intérieur. Jusque-là, il n'y a pas eu de solution. Et j'attire l'attention parce qu'on approche une prochaine élection. Et là, un des aspects importants, moi, ça c'est ma conception, le président du Parti congolais du travail, c'est vrai que ça s'est passé les dernières années, toutes les élections, mais le président du Parti congolais du travail ne peut pas, selon moi, organiser une élection libre, démocratique et transparente. Et on s'est rendu compte que le Parti congolais du travail a violé la loi. La question de se savoir, est-ce qu'on applique la loi ou pas? C'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est un poids, deux poids, deux mesures et ce n'est pas du tout sérieux. Et Ah quand ben, vous prenez la lettre que j'ai montrée, qui a été écrite par le secrétaire général du PCT, c'est en juin 2024. Donc, c'est tout récent. Donc, nous sommes là dans une situation. Mais est-ce qu'on a changé
la Constitution pour que ceux qui se battaient, qui étaient favorables pour ce changement, ne la respectent pas? Est-ce qu'il est normal que dans un pays, parce que la Constitution doit être considérée comme un document extrêmement sacré, que tout le monde, qui s'impose à tous, dans tous les Oui, cas, l'article. évidemment, c'est la Bible de la République, mais comme vous avez rappelé tout à l'heure, vous avez fait recours et que jusque-là, vous n'avez pas de réaction qui ne dit mot consent. Je suppose voilà, il consent Non, à ce que vous dites. ça veut dire, le message qu'on veut dire, c'est dire aux Congolais, taisez-vous, ce n'est pas votre problème, mais les Congolais disent, il y a une constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi, nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce qu'on dit, nul n'est au-dessus de la loi, et Nul il n'est faut. au-dessus de la loi, Clément Mirassa. 2 secondes pour conclure cette émission et ça sera la fin. Merci bien, Christian, de m'avoir donné cette opportunité de m'expliquer sur cette affaire, notamment de la cession ou des ventes des terres. Nous disons juste quelque chose de simple. Les Congolais ont dit non à la vente des terres, non à la cession, sous quelque forme que ce soit, des terres des Congolaises au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et nous constatons que le gouvernement Anatole Koliné-Makosso, qui a compris, parce qu'il a effectué Mais quelques pardon, descentes, pardon, Clément Mirassa, vous allez vraiment m'excuser pour cela. Nous avons une information comme quoi les retraités ont été payés, c'est ça, finalement? bon, nous avons suivi à la télévision hier que le Premier ministre a rencontré les syndicats des retraités et qu'à l'issue de cette réunion, il a dit, dit-on que hier, la pension a été censée être virée. Hier, donc on devrait toucher, mais il faut que les Congolais le sachent. La pension qui a été versée, virée hier, c'est la pension du mois de mai. Nous avons touché la Donc il y a pension encore d'avril. juin et juillet. Nous avons touché la pension d'avril le 25 mai. Nous touchons la pension de mai le 25 juillet. Et promesse a été faite qu'avant le 15 août, nous toucherons la pension du mois de juin et que en septembre, le Premier ministre a promis que on va retrouver nos équilibres macroéconomiques. Ça veut dire certainement qu'on nous paiera 2 mois de pension. Mais Christian, ça ne boucle pas le problème. Parce que cette pension qui est payée pour beaucoup de retraités, elle est payée à l'indice 160 au lieu de l'indice 300 depuis 2017. Et ensuite Et que comme de quoi, le 2000, surplus, là, il y a quelqu'un qui doit en profiter quelque part. ah ben pas qu'il faut pas qu'ils doivent en profiter. Nous veillons à ce que ça soit payé, puisqu'ils ont dit que le président de la République a donné des directives pour payer les arriérés. Mais je n'ai pas entendu parler des arrérages. Je n'ai pas entendu parler des différentiels, c'est-à-dire de l'évolution de la valeur du point d'indice à partir de 2014 jusqu'en 2017. Et je n'ai pas entendu parler à partir de 2017 de l'harmonisation du point d'indice. Nous, j'insiste sur ça. Pourquoi, Christian? Mais parce que quand on fait des propositions à ce gouvernement pour qu'ils aillent à la réduction du train de vie de l'État, pour qu'ils aillent lutter contre la corruption, pour recouvrer les sommes importantes qui ont été dilapidées du trésor public, non, ils ne s'en font pas. Et ils gardent leur statut, ils gagnent leur salaire, etc. Mais il faut penser, parce que Christian regarde, 40 mois d'arriéré. Si ta pension est de 50 000 francs, ça te fait 2 millions. Si elle est de 100 000 francs, ça te fait 4 millions. Si elle est de 200 000 francs, ça te fait 8 millions. Tu te rends compte? Et je crois que payer cet argent devrait même donner une impulsion à la relance de l'économie du pays, tout comme on devrait payer les opérateurs économiques. On doit payer les opérateurs économiques. Et moi, j'ai toujours dit, Christian, avec la volonté et le courage, on peut le faire. C'est toi qui as parlé du chiffre, qui a rappelé le chiffre des 14 000 milliards de générations futures. C'est toi qui as parlé des 6 Congolais qui détiennent 500 500 milliards milliards. dans les paradis fiscaux. Et c'est une ONG qui a dénoncé les détournements de 160 milliards et de 25 milliards au ministère de la Santé. On ne peut pas dire que le trou est profond, mais qu'il a creusé et qu'il doit le boucher. Donc voilà un Il peu, a Christian. creusé, doit le boucher. Alors, donc, vous étiez en train de conclure et ça sera Donc, donc. j'étais en train de conclure pour dire que, s'agissant des accords entre le Congo, j'ai dit une chose simple, c'est non à la vente des terres congolaises, non à la cession sous quelque forme que ce soit.
aux Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords, et notamment l'attention de l'ambassadeur et de ceux qui soutiennent ce point de vue. J'ajouterai juste quelque chose. Les terres congolaises ne doivent pas servir pour financer, et entretenir la guerre au Rwanda et soutenir les massacres qui se font dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous, Congolais, nous tenons à avoir des bonnes relations de coopération, tant avec la RDC qu'avec le Rwanda, mais sans nous mêler de cette affaire. Et nous souhaitons, au contraire, que l'on travaille pour que nous ayons de très bons rapports, parce que nous suivons également les réactions des citoyens de la RDC. Il faut que nous ayons de très bons rapports et que nous les entretenons. Voilà, Christian, ce que je tenais à dire. Merci Clément Mérassa d'avoir encore été avec nous. Donc, droit de savoir, vous êtes ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous sur Télé. À la prochaine. Je serai disponible chaque fois que le besoin se fera sentir. Merci d'avance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous connaissez donc le petit principe. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce qui s'est dit au cours de cette interview. On se retrouve très prochainement. Merci.